Bonjour chers amis, donc le cours d'aujourd'hui c'est la maladie de Lyme. On commence par l'introduction. Donc c'est une infection bactérienne due à un spirochète de genre Borrelia transmise par les tiques. Donc les tiques qui transmettent la borréliose de Lyme appartient au genre Ixodes. Donc, pour la physiopathologie, l'homme se fait principalement piquer lors de promenades en forêt, puis lors de la piqûre de tique. Celle-ci inocule au décours d'un repas sanguin par régurgitation de la bactérie appartient au genre de Borrelia, famille des spirochètes. Donc à partir du point d'inoculation, la bactérie migre et se multiplie dans le derme où elle va donner l'érythème migrant. Puis dans un deuxième temps, elle peut disséminer par voie sanguine et atteindre le système nerveux central, périphérique, les méninges et les grosses articulations. Donc, une grande partie des infections est inapparente, c'est-à-dire dans la majorité des cas, c'est une maladie asymptomatique. Donc, laissant pour seule trace de leur survenue la détection d'anticorps spécifiques, de l'immunité spécifique, accuse n'évitez pas la réinfection. Donc, parfois, c'est une maladie asymptomatique qu'on peut révéler par la détection des anticorps. Ces anticorps, même s'ils ils sont présents, ils n'évitent pas la réinfection. Donc, ce n'est pas une immunité durable. Donc, la maladie évolue en trois phases. Phase précoce, phase disséminée précoce et phase disséminée tardive. Donc, la très grande majorité des diagnostics sont faits à la phase primaire de la maladie. On a trois principales espèces de Borrelia sont reconnues comme responsables de borréliose de Lyme. Premièrement, Borrelia burgdorferi. Burgdorferi, c'est l'homme qui a découvert cette bactérie Borrelia. On a aussi Borrelia garini et Borrelia afzeli. Donc, ces espèces ont des répartitions géographiques différentes et sont responsables des formes cliniques variables. Donc, selon l'espèce. On a des formes cliniques selon l'espèce responsable. Donc, pour éclairer un peu cette maladie, donc l'agent causal c'est Borrelia burgdorferi. Il s'agit d'un spirochète animé de mouvements de rotation et de translocation qui possède 7 flagelles. Sa culture est difficile et se fait entre 34 à 37 degrés sur milieu complexe dérivé du milieu de Killy. On peut considérer comme maladie professionnelle, donc le réservoir principalement représenté par les petites rongères, mais aussi les autres mammifères tels que le mouton, le chien, etc. Donc la transmission se fait essentiellement par piqûre de la tique genre Ixodes. La transmission transplacentaire est possible mais rare. On passe directement à la clinique. Donc, la clinique, les signes cliniques sont variables selon la phase de la maladie. On a trois phases de la maladie de Lyme. Donc, les manifestations de la phase disséminée précoce ou tardive peuvent parfois révéler l'infection. Donc, l'érythème migrant peuvent manquer ou être passé inaperçu. La borréliose de Lyme ne s'accompagne presque jamais de la fièvre. Donc, on a trois phases. La phase localisée précoce, c'est-à-dire au niveau de derme. La phase disséminée précoce, c'est-à-dire dissémination sanguine. Et phase disséminée tardive, c'est par réaction immunologique. Donc, pour la phase localisée, après une incubation de 3 à 30 jours, on a érythème migrant, plus ou moins des signes généraux. La physiopathologie, c'est la multiplication de la bactérie dans le derme et plus ou moins une dissémination hématogène précoce, ce qui explique les signes généraux. Pour la phase disséminée précoce, c'est-à-dire inférieure à 6 mois,
Donc, entre une semaine et à 6 mois, on a atteinte neurologique, cardiaque, articulaire manifestée par lymphocytome borrélien ou bien très rarement oculaire. La physiopathologie ici, c'est la dissémination par voie hématogène. Donc, la phase disséminée tardive, c'est supérieur à 6 mois, donc 6 mois à une année, caractérisée par des manifestations chroniques cutanées, les manifestations cutanées surtout, neurologiques et articulaires. Donc ici, c'est par mécanisme immunologique probable. Donc on a des dépôts de complexes immunes. Donc on commence par la première phase. La première phase, la phase localisée précoce, c'est où la bactérie donne disséminée dans le derme et elle va donner l'érythème migrant qui est très caractéristique. Donc après une incubation entre 3 à 30 jours, on a l'érythème migrant. Donc l'érythème migrant c'est un signe pathognomonique caractérisé par macule érythémateuse centrée par le point de piqûre de la tique et puis citant par une bordure annulaire érythémateuse centrifuge active avec un centre plus clair, classiquement indolore et non prurigineux. Le seuil est de 5 cm minimum de diamètre, contribue à la spécificité du diagnostic clinique pour les praticiens peu expérimentés, mais peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres en absence de traitement. Donc, touche les membres inférieurs dans la moitié des cas. La disparition est spontanée de la lésion cutanée en 3 à 4 semaines. La guérison est accélérée par l'antibiothérapie qui contribue de plus à réduire le risque de survenue des formes secondaires. Donc, le diagnostic clinique, lorsqu'on trouve un migrant, on pose le diagnostic de maladie de Lyme. Pour les diagnostics différentiels, peut-être une réaction à la piqûre arthropode, urticaire, granulome annulaire, érythème pigmenté, morphie ou dermatophytose. Donc c'est ça l'érythème migrant, c'est pathognomonique, c'est un macule qui est centré par un point de piqûre puis s'étendre par des bordures annulaires érythémateuses avec centre plus clair. C'est ça. On peut avoir aussi des signes généraux de faible intensité sont parfois présents comme l'asthénie, céphalée, myalgie, arthralgie et fibroncule qui traduisent la dissémination hématogène précoce de la bactérie. Donc c'est ça l'érythème migrant qui est très caractéristique de Lyme. La deuxième phase, c'est la phase disséminée précoce. Donc quelques jours à un mois après le comptage, donc la présence d'une de ces manifestations nécessite un examen clinique pour rechercher d'autres localisations potentielles. Donc c'est la phase de dissémination. Ici, on a des signes neurologiques. Les signes neurologiques, on a trois formes essentiellement, soit méningo-radiculite, soit méningite isolée, soit encéphalite ou bien myélite. Pour la méningo-radiculite, soit extracrânien manifesté par douleur, soit extracrânien, soit crânien. Donc pour l'extracrânien manifesté par douleur neurologique, insomniante, rebelle aux antalgiques, de topographie radiculaire, donc en associant de manière inconstante des signes sensitifs, type hypostisé, et rarement des signes moteurs. Si crânien, elle va atteindre l'hypercrânien dans la moitié des cas, 90%. Elle va donner des paralysies faciales périphériques unies ou bilatérales. Donc cette radiculite est associée à une méningite lymphocytaire, normalement glycorrhagée, rarement symptomatique. Donc dans la forme de méningite isolée et l'encéphalite et myélite sont des formes rares, très rares, à évoquer en cas de facteur de risque d'exposition.
Donc, c'est pour les manifestations neurologiques. Les manifestations articulaires, elles donnent oligoarthrite intermittente asymétrique non destructive touchant surtout les grosses articulations. L'évolution fréquente par des poussées de plusieurs semaines séparées par des périodes de rémission. Pour les manifestations cardiaques, on voit des myocardites à minima entraînent de troubles de conduction fluctuantes et intermittentes. Donc, il n'y a pas d'endocardite dans le borréliose de Lyme. On a la myocardite. D'accord, c'est ça l'atteinte cardiaque caractérisée par le myocardite. Pour la manifestation cutanée, ici c'est lymphocytome borrélien, c'est une plaque ou nodule solitaire de croissance très lente, infiltrée non douloureuse de couleur variable entre rose et rouge, rouge-brune, localisée préférentiellement au niveau du bulbe de l'oreille, autour de l'aréole mammaire et sur le scrotum. On a aussi des manifestations ophtalmiques rares, 1%, des manifestations qui sont mal connues. Donc c'est ça en gros. Atteinte neurologique, trois formes, méningo-radiculite, méningite ou bien encéphalite. Atteinte articulaire touche surtout les grosses articulations. Cardiaque, c'est la myocardite. Cutanée, c'est lymphocytome borrélien et rarement ophtalmologique. C'est ça dans la forme dissémination précoce, c'est la dissémination hématologique. Pour la forme de dissémination tardive, c'est dû à un mécanisme immunologique, survient au-delà de 6 mois après la piqûre. Donc, elle donne surtout des formes cutanées. C'est l'acrodermite chronique atrophiante. Donc, elle doit évoquer chez un adulte plus de 50 ans devant une macule ou une plaque sur un segment de membre de couleur variable se renfonçant au regard de la surface osseuse évoluant de la phase initiale dermatose vers l'atrophie. Donc c'est quasi pathognomonique de la borréliose de Lyme. Donc c'est l'acrodermite chronique atrophiante. C'est une texture qui est un peu dure. C'est ça, c'est très caractéristique aussi de borréliose de Lyme. On peut observer aussi des signes neurologiques comme l'encéphalomyélite, les méningites, la polyneuropathie sensitive axonale et atteinte aussi articulaire mono ou oligoarthrite chronique peu inflammatoire touche les grosses articulations. Donc ici dans la phase tardive, on a l'acrodermite chronique atrophiante. C'est ça. On passe à la biologie. Donc, aucun examen complémentaire visant à confirmer le diagnostic n'est justifié devant un érythème migrant. C'est-à-dire, si on a un érythème migrant, c'est pas besoin de faire la sérologie ou bien un test immunologique parce que c'est une lésion très pathognomonique de borréliose de Lyme et la sérologie est négative à stade précoce. Donc, on ne fait pas la sérologie si on a un érythème migrant. Directement, on pose le diagnostic. Pour le diagnostic biologique par culture n'est pas réalisé en routine. Il se fait dans les laboratoires spécialisés. La PCR peut être réalisée dans le liquide articulaire ou sur biopsie cutanée. Elle ne doit pas faire dans le SIR car elle manque de spécificité. Donc le PCR on fait dans le liquide articulaire, soit la biopsie cutanée. Le diagnostic, en grosso modo, posé essentiellement indirect par la sérologie. Le diagnostic est indirect par la sérologie, c'est pas par la PCR. Donc, maintenant, pour poser le diagnostic, on a besoin premièrement d'un contexte épidémiologique compatible et une situation clinique évocatrice à la phase de disséminée précoce ou tardive de borréliose de Lyme sont indispensables au diagnostic. Donc, pour poser le diagnostic, il nous faut des faisceaux d'arguments. Donc, pour le diagnostic sérologique est un diagnostic indirect, bien sûr, en deux temps, pour conjuguer la sensibilité et la spécificité. Donc, il repose sur la réalisation d'un test sérologique qui est sensible, c'est l'ELISA, qui doit être confirmé par un test spécifique, c'est Western blot.
Donc la sérologie de Lyme est considérée comme positive uniquement si ces deux tests sont positifs. Donc la sérologie ELISA et Western blot ne permet pas de faire la différence entre infection active ou bien c'est juste une cicatrice sérologique. Donc c'est ça pour le diagnostic. Pour poser le diagnostic, il me faut deux tests de sensibilité ELISA et de spécificité Western blot. Dans certains groupes de sujets exposés, la séroprévalence peut atteindre 15 à 20% chez le sujet totalement asymptomatique et ne nécessite aucun traitement. Donc, si on a un sujet asymptomatique, on ne traite pas. Le diagnostic repose sur la présence des symptômes compatibles avec des critères sérologiques. Donc, on a déjà dit, c'est un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques et sérologiques. En cas de suspicion de la neurobrucellose, justifie une ponction lombaire, il faut réaliser une recherche concomitante d'anticorps dans le LCR et dans le sang pour en faire un ratio qui est un ratio entre les anticorps de LCR et le sang permet d'évaluer la synthèse intrathécale des anticorps antiboréliens. Donc ici, on dit qu'en absence de symptômes évocatrices, il n'y a pas d'indication de réaliser une sérologie, c'est-à-dire on ne fait pas le dépistage, ni de traiter un patient avec une sérologie positive. Donc si on a un malade asymptomatique, même si c'est la sérologie positive, on ne le traite pas. D'accord? Ou si le malade est asymptomatique, ce n'est pas l'indication de faire la sérologie. On ne fait pas le dépistage de maladie de Lyme. Donc, pour résumer, il y a des situations dans lesquelles la sérologie n'est pas d'indication. La première, un sujet asymptomatique. D'accord? Le dépistage, on ne fait pas le dépistage systématique. Pour un sujet exposé, on fait le dépistage, non. Donc, érythème migrant, on fait pas, on pose directement le diagnostic devant un érythème migrant. C'est pas nécessaire de faire la sérologie. Un contrôle sérologique, on fait pas suivi sérologique. Pour manifestations cliniques qui sont non compatibles avec la borréliose de Lyme, type endocardite, fièvre aiguë prolongée, adénopathie. Donc, borréliose de Lyme ne donne pas l'endocardite, ne donne pas la fièvre, ne donne pas des adénopathies. C'est pas l'indication de penser à borréliose de Lyme et de faire la sérologie. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On pose le diagnostic de certitude de borréliose de Lyme dans deux situations. C'est on a l'érythème migrant ou bien on a on a isolement direct, ici direct, hein, je dis bien, de borrelia dans le liquide ou bien le tissu biologique et on ne fait pas en routine en général. C'est deux indications pour poser le diagnostic de certitude. D'autres cas, on pose le diagnostic sur un faisceau d'arguments. On a 4 arguments. Premièrement, clinique, des manifestations qui évocatrices, soit cutanées, soit neurologiques, soit cardiaques, soit articulaires. Les signes qu'on a déjà cités, cutanés. Si on trouve érythème migrant, c'est bon, c'est pas du diagnostic. Ici, on parle des signes cutanés comme l'acromiolite ou bien comme on a déjà d'autres signes de phase secondaire ou phase tardive. Articulaire aussi, neurologique, méningo-radiculite ou bien méningite ou bien encéphalite, cardiaque, myocardite. Et aussi des signes épidémiologiques, notion d'un piqûre, d'une tique ou bien exposition. D'accord. Troisièmement, la sérologie, test de spécificité et sensibilité, ELISA et Western blot. Et aussi en absence de diagnostic différentiel. Donc, il me faut tous ces arguments pour poser le diagnostic. D'accord? Pas comme les deux premières. Si on a un érythème, c'est bon, c'est un diagnostic. C'est Lyme, ou bien on a isolé directement la bactérie, c'est Lyme. Sinon, il faut un faisceau d'arguments. Donc, le traitement de maladie de Lyme est très simple, basé sur les bêta-lactamines ou bien les cyclines. Soit la doxycycline pendant 10 jours ou 14 jours, soit l'amoxicilline
ces contre-indications de la doxy chez la femme enceinte ou bien les enfants moins de 8 ans, on donne bien sûr l'amoxicilline pour une durée de 14 jours, c'est tout. Donc, maladie de Lyme, c'est une d'origine bactérienne transmise par la tique, conduit à des graves complications, surtout neurologiques et articulaires. La tique est de genre de Ixodes. La maladie, c'est Borrelia. Donc, cette tique est active beaucoup plus entre mars et octobre, trouvée dans les forêts, l'herbe, etc. Les symptômes après une incubation entre 3 à 30 jours. On voit la phase 1 caractérisée par l'érythème migrant et les signes généraux. La seconde phase, caractérisée par dissémination hématologique, elle va donner des signes neurologiques, cardiaques, articulaires. Et la phase tardive, caractérisée par des complexes, par réaction immunologique des complexes immunes, on va voir surtout les acrodermites chroniques, atrophiantes. Donc c'est ça. Pour la prévention, il faut porter des vêtements couvrants, appliquer des répulsifs ou bien des insecticides, inspecter le corps. On ne sait jamais que tu trouves un rythme migrant parce que en général, il passe inaperçu. Donc c'est ça le traitement par les bêta-lactamines ou bien les doxycyclines. Et merci.